Salut les padawans, c'est NatFreeJS et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons voir comment changer le style d'une barre de navigation afin qu'elle corresponde à la section concernée dans la page, ceci au clic mais également au scroll. Mais ce n'est pas tout, nous allons également voir comment changer l'URL en direct live pour qu'elle corresponde également. Allez, nous allons passer directement à la démo. J'ai une barre contenant 5 liens qui contient également 5 divs. Chaque lien correspond à une div. Quand je clique sur un lien, par exemple le 4, ça me ramène directement à la div 4. Bon, pour le moment, rien d'extraordinaire, mais j'ai le style de ma navbar qui change de couleur en fonction de l'endroit où j'ai cliqué. Donc là, si je clique sur 2, ça me met bien que je suis sur la div numéro 2 et ça me montre que mon lien est actif. Par contre, ça marche également au scroll. Lorsque je scroll, vous voyez bien que les liens ils bougent en même temps. Mais ce n'est pas tout. Si vous regardez la barre d'adresse ici, vous verrez qu'elle change également pour bien correspondre à l'endroit où on est dans la page. Donc ça, c'était la petite démo. Bien sûr, tout le code et le lien de cette page sera en description. Pourquoi cette vidéo? En fait, j'étais tranquillement en train de naviguer sur le forum d'Open Classroom lorsque je tombe sur ce sujet. Quelqu'un demande de l'aide pour pouvoir faire ce genre d'animation. En bon samaritain, je lui propose un script que voici. Le but de ce code était de faire en JavaScript ce qu'on retrouve en React avec la classe active des navlinks. C'est-à-dire lorsqu'on clique sur un menu dans notre navbar, il reste activé. Et en même temps, il nous ramène aux composants souhaités. Donc voilà comment se présentait le code. Néanmoins, la personne, ce n'est pas ça qu'elle voulait. Elle voulait également que lors du scroll, ça bouge ici, comme je vous ai montré dans la démo, et également que ça change l'URL là. Donc, je dis pas de souci, ça devrait pas être très compliqué. Je regarde un petit peu ce qui se dit sur le net, et là, patatras, aucun code JavaScript de disponible. Tout est en jQuery. A priori, ça a l'air d'être facile à faire en jQuery, mais en JavaScript, rien du tout. Bon, je me décide de le faire à partir de 0, et qu'est-ce que j'ai galéré. Mais comme vous avez vu l'intro, j'y suis arrivé. Et finalement, le code n'est pas si long que ça. Il comporte une dizaine de lignes, et encore, j'aurais pu faire plus court, mais je voulais pas que le code soit illisible. Dans cette vidéo, on verra pas mal d'astuces JavaScript. On verra comment récupérer la position d'un élément, comment modifier l'URL du navigateur, ainsi que jouer avec l'historique. On verra également en CSS le scroll behavior, le scroll margin, le sticky, le flex. On va voir pas mal de choses super intéressantes. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça va vous faire monter d'un level. Donc, ne quittez pas cette vidéo. Pour cette vidéo, je vais utiliser l'éditeur de code Visual Studio Code qui est gratuit, mais vous pouvez utiliser n'importe quel autre éditeur. Donc, pour commencer, créons un dossier. Donc, petit clic droit, nouveau dossier, je vais l'appeler scroll H. Voilà. Je fais un petit clic droit dessus pour ceux qui ont Windows, ouvrir avec code. Donc, j'ai mon deuxième écran, c'est pour ça que vous ne voyez pas la page, je la mets ici. Voilà. Hop. Et nous allons créer nos fichiers habituels. Nous avons besoin d'un fichier HTML. Ça va être notre index.html. Ensuite, nous allons créer notre style.css parce qu'on aura pas mal de CSS. Et pour finir, notre fichier javascript.js. Voilà. Donc, pourquoi j'utilise Visual Studio Code? Parce qu'on a pas mal de raccourcis. Donc, je vais grandir l'écriture pour que vous voyez mieux. Je vais retirer cette barre en faisant CTRL B. Voilà. Donc, j'appuie sur point d'exclamation pour utiliser les raccourcis de Visual Studio Code. Comme ça, ça me prépare toute ma page HTML. Je vais changer le titre de la page. Je vais l'appeler H on scroll. Voilà. Et pour voir que tout fonctionne bien, je vais faire un petit titre H1 et je vais mettre H on scroll. Hop. Et nous allons, pour ceux qui connaissent, je vais utiliser l'extension qui s'appelle Live Server qui permet de simuler un petit serveur et donc dès la modification de notre page, il va actualiser automatiquement notre page sur internet. Donc si vous ne l'avez pas, installez-la, elle est super pratique. Donc pour l'activer, c'est pas compliqué. Faites un petit clic droit sur votre page HTML et là vous faites Open with Live Server. On attend quelques secondes et ça nous ouvre notre page comme voici. Donc là, on peut démarrer. Nous allons commencer par notre navbar. Donc, notre navbar contiendra 5 liens avec la classe link pour pouvoir les styliser en CSS. Donc, je fais a.link. On utilise tous les raccourcis comme ça, je vous vois. Là, ça va me créer un href, un lien A avec la classe link. À l'intérieur, ça va viser nos divs qu'on n'a pas encore créé mais qu'on va créer.
Et ici, on va mettre le nom du lien. Ça, je vais le dupliquer 5 fois. Donc pour dupliquer avec Visual Code Studio et Windows, parce que j'ai un ordinateur Windows et pas Mac, vous faites Shift Alt, flèche du bas, et ça va vous dupliquer vos lignes. Ensuite, ici, je vais modifier directement. Donc ça, c'est la div 1, ça, c'est la div 2, 3, 4 et 5. Et là, pareil, ça va être le lien 1, hop, 2, 3, 4 et 5. Bon, c'est pas très dur pour le moment. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de cette écriture, lorsque vous mettez un dièse et un nom derrière, ça veut dire qu'on va faire un lien interne. En fait, ici, on va viser une ID. Donc, on va viser un élément qui aura l'ID ici div 1, la div 2, la div 3, ainsi de suite. Ça ne va pas être un lien externe qui ramène sur un autre site internet. Donc, nous allons créer nos fameuses div 1, div 2, div 3. Donc, ça va être des sections. On aurait pu choisir des divs également. Hein. C'est pareil, ça c'est juste des tags, mais ça revient au même. On ne va pas les créer de cette manière-là. On va faire comme on a fait tout à l'heure. Voilà, section, point, et on va leur donner des ID div. Donc la classe, je n'ai pas besoin. Hop. Et à l'intérieur, ça va être le nom de nos divs. Donc on va l'appeler ici div. Et je vais dupliquer mes lignes. Alors j'ai une petite erreur quelque part. Voilà, là c'est fait. Tac, 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 5 fois. Donc ici, ça va être l'ID 1, l'ID 2, l'ID 3, ainsi de suite. Vous avez compris le principe. Et là, c'est juste pour se repérer dans la div, afin que ça soit écrit au milieu de notre div lorsqu'on va les afficher. Vous verrez ça un petit peu plus tard. Donc là, ce lien-là nous ramène ici, le 2 nous ramène sur le 2, ainsi de suite. Vous avez compris, je pense, le principe. Maintenant, occupons-nous du CSS. Mais avant tout, on doit lier notre fichier style.css avec notre page HTML. Donc pour ça, link.css, on vérifie qu'on a la bonne adresse ici qui correspond bien à notre fichier. CTRL B, et c'est bien style.css, impeccable. Donc là, il est lié, on peut commencer à travailler dessus. On va s'occuper du body. On va lui mettre un margin 0 pour enlever la marge par défaut du body, que j'aime pas du tout. Ensuite, on va lui mettre une hauteur assez grande, on va lui mettre 3500 pixels afin de pouvoir scroller, sinon il n'y aura pas de scroll. Et on va lui mettre un petit background color. Alors, background color, et on va lui mettre un beau gris. Ça va être le 6E7C83. Voilà ce que ça donne. On s'occupe maintenant de notre navbar. On va lui mettre une hauteur de 40 pixels. 40 pixels. Et on va lui mettre, alors une petite erreur ici, voilà, une position sticky. Donc si vous ne savez pas c'est quoi les positions sticky, fixed et tout ça, j'ai fait une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, vous allez apprendre pas mal de choses. Sticky, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va rester collée à une position. Et moi je caresse coller en haut. Voilà, donc à top 0. On va lui mettre un petit display flex pour pouvoir centrer tout ce qu'on a à centrer plus facilement. Voilà. Un petit background color, on va le mettre en noir. Background color en black. Et on va lui mettre une petite bordure en dessous. Une bordure bottom. Et on va lui mettre un beau petit rouge. Donc solide pour que ça fasse un trait de 2 pixels. Non pas 3, 2 pixels. Et ensuite, on va lui mettre la couleur un petit rouge écarlate. Donc ça va être le E91 E63. Voyons voir ce que ça donne. Donc ça c'est bon, il faut que je m'occupe des liens maintenant parce que c'est pas joli. Donc ils avaient la classe link. On va la configurer. On va aller couleur blanche, c'est très bien. On va enlever le texte décoration pour retirer le trait là qui est pas joli. Voilà, ça c'est fait. Maintenant ce qu'on va faire, on va les écarter. Vous voyez là ils sont trop collés. Donc pour cela on va utiliser le padding. Et je ne veux pas bouger la hauteur, je ne veux pas bouger le haut ni le bas, je veux seulement le gauche et la droite. Donc ici je vais mettre 15 pixels. Lorsque vous mettez deux valeurs comme ça, qu'est-ce qui se passe? En fait la première valeur elle va correspondre au top et au bottom, et la deuxième valeur elle va correspondre à la gauche et à la droite. Ça évite de faire un padding top tout seul, padding bottom tout seul et ainsi de suite. Donc là ils sont écartés, par contre on voit beaucoup moins bien, parce que il y a le zoom. On va mettre ça comme ça, on va même encore un peu dézoomer, j'espère que vous voyez encore. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va centrer tout ça. Donc pour cela, un petit display flex pour centrer l'écriture. Et on va mettre un align item center qui permet de centrer verticalement. Vous voyez, c'est fait.
Également un Justified Content Center pour les centrer horizontalement. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre une petite bordure pour voir exactement la place qu'ils prennent. Donc une petite bordure solide, black, non pas black, green. Voici mes liens. Comment ils sont? Donc si j'agrandis un petit peu, vous voyez qu'ils n'occupent pas tout l'espace disponible de ma barre. Donc pour qu'ils occupent tout l'espace, en fait là je vous ai mis ici un display flex. Lorsqu'on met un display flex, nous avons nos éléments qui sont à l'intérieur qui vont prendre toute la hauteur. Comme ça on n'a pas besoin de spécifier la hauteur de nos liens, ça c'est bien. Par contre, je voudrais qu'ils prennent aussi toute la largeur sans que j'ai à calculer l'espace qu'ils vont prendre. Là, j'ai un peu d'espace qui est perdu. Donc, on peut utiliser un Justify Content, Center, Space Around par exemple. Mais on a un autre truc qui s'appelle Flex, tout court, qu'on met à l'enfant. Et si vous le mettez à 1, qu'est-ce que ça va faire? Ça va prendre tout l'espace qu'il y a de disponible. Comme ça, on n'a pas besoin de se casser la tête à calculer l'espace qui reste et tout ça. Tout sera pris. Voilà, là, même si je réduis, normalement, si j'agrandis plutôt, on verra bien que ça tout s'agrandit en même temps et j'ai pas d'espace blanc inutile. Donc ça c'est bon. Vous avez vu à quoi ça sert. On supprime ça. On va s'occuper maintenant de l'effet hover. Vous voyez, lorsque je passe par-dessus mes liens, il ne se passe rien. Pour savoir sur quel lien on est en train de passer, il suffit tout simplement de faire un petit hover. Et l'hover, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire qu'il nous fasse une petite bordure, top en haut, solide, de 2 pixels, et qui prend notre couleur de rouge qu'on a pris ici. Voilà, donc maintenant si je me mets sur ma page, donc là j'ai oublié de mettre le hover, donc ça risque pas de fonctionner. Hover, je veux sur l'hover. Hop. Donc là on voit que c'est bien, et j'aimerais bien rajouter une petite transition pour pas que ça se fasse comme ça brutalement. Donc pour cela on va sur notre link et on va rajouter des transitions. Transition sur tout, et elle va durer 0,5 secondes. Voyons voir ce que ça donne. Voilà. Alors, vous voyez, je vais grossir. Lorsqu'on passe, nos liens ils bougent. Parce qu'en fait, la bordure va prendre la place ici. Et donc, quand l'appareil disparaît, elle fait bouger notre écriture. Donc, je grossis encore plus pour que vous voyez bien. Pour éviter ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une border top noire par défaut. Comme ça, il changera juste de couleur et il ne bougera pas nos liens. Donc, on va se mettre là. Et là, on va le mettre à black pour qu'il soit de la même couleur que le fond. Donc là, il y a une bordure qu'on ne voit pas, mais elle va changer seulement de couleur. Voilà, ce sont des petites astuces à connaître. Maintenant, nous allons nous occuper de nos sections. Donc, hop, on les sélectionne. Section. Donc, qu'est-ce qu'ils vont avoir, nos sections? Ils vont avoir une hauteur. On va les mettre une hauteur assez grande, de 500 pixels. Ensuite, on va leur mettre un petit background color. On va le mettre à gold. Un petit border ouais, solide. On va mettre teal. J'aime bien cette couleur là. Donc est-ce qu'on voit ce que ça donne ici? On va réduire la taille, comme ça on voit un peu mieux. Voilà. On va leur mettre un petit margin. Hop, attention, il y a des bêtises qui s'affichent. Pour qu'il se décolle, un margin de 20 pixels. Donc là ça va me faire un margin un peu partout. Voilà, comme ça on peut voir le décor derrière. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire d'intéressant? Un petit border radius de 5 pixels. Voilà, pour qu'ils aient des bouts arrondis. Nous allons centrer le texte, là le div 1 qu'on voit pas bien. Pour cela, pareil, on va passer au display flex, on va aligner verticalement, bon, horizontalement déjà. Je veux que ça soit centré et aussi verticalement. Et on va agrandir le texte qui est à l'intérieur. Donc font size, on va mettre 5 rem, c'est-à-dire 5 fois la taille standard du navigateur. Voilà ce que ça donne. Et comme on aime bien faire des choses jolies, on va rajouter une petite ombre. Donc un petit box shadow. Pour cela, je vais regarder ce que j'avais fait sur ma page. Donc j'avais mis 3 pixels pour l'horizontale. Bah tiens, il me propose déjà tout. Donc on va mettre 3 pixels là, 4 pixels. Donc le premier, c'est l'horizontal, le deuxième, c'est le vertical, le quatrième, c'est de combien est la grosseur. Et le dernier, là, j'ai mon autocomplexion qui déconne, j'ai pas demandé à faire ça moi. Hop, 2px, c'est pour ça, pour l'effet fondu. Et la couleur que je vais mettre, je vais pas mettre un noir foncé, je vais mettre un noir un tout petit peu plus clair. Voilà. Donc ça nous fait ça. Voilà.
Donc je grossis pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc là par contre, comme vous voyez, c'est un petit peu trop gros parce que j'ai mis ma fenêtre en plein écran. Donc je vais mettre toute la page dans un conteneur et le conteneur, je vais lui mettre une taille max. Ça va, comme ça évitera de s'agrandir à l'infini. Pour cela, on va revenir dans l'index et hop, là je vais mettre ici, je vais mettre une classe que je vais appeler conteneur et elle va englober toute ma page. Donc hop, voilà. Je reviens dans style, on va remonter tout en haut, on va la mettre ici, point conteneur. Donc qu'est-ce qu'elle aura? Avoir un wise de 100%, donc ça prend toute la page, mais par contre je vais mettre un max wise de 800 pixels, c'est-à-dire à partir de 800 pixels, tu prends plus 100%, tu arrêtes de grandir, tu restes à 800 pixels. Voyons voir si ça fonctionne. Voilà, par contre il faut que je la centre maintenant. Donc je reviens ici, on va le mettre tout simplement à margin auto, comme ça elle sera centrée automatiquement. Voilà. Ce qu'on peut faire également, c'est lui mettre une bordure ici, à gauche et à droite, et également en bas. Comme ça fera une démarcation, ça sera plus joli. Donc on revient ici. Donc ce qu'on veut faire, nous, c'est un border solide qu'on va mettre à gold. Il fera 1 pixel. Alors si je fais ça, c'est bien. Donc là c'est un peu mieux déjà. Par contre, il y a un truc qui est pas bien, c'est que ici, là, on aura un décalage entre. Alors il faut que je grossisse vraiment pour que vous le voyez. On aura un décalage lorsqu'on va scroller plus tard. Sur notre navbar, vous voyez, elle bouge légèrement à cause de notre trait de 1 pixel qui est ici. Donc je vais le retirer comme ça. On aura vraiment un truc de parfait. Donc ce qu'on va faire, on va faire border top ici. Je vais le mettre à none pour qu'on n'ait pas de bordure en haut. Alors voilà, c'est enlevé maintenant. Ça c'est fait. Et puis pour que ça fasse un petit peu plus joli, on va lui mettre aussi une ombre. Donc box shadow 0, 0, 4 pixels, 2 pixels et la couleur de tout à l'heure. Est-ce que je l'ai je pensais que je l'avais encore. On copie, mais non. Hop, on remonte là. On n'oublie pas le dièse, sinon ça ne fonctionne pas. Et le point virgule. Et on regarde ce que ça donne. Donc on diminue la taille. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez le petit effet d'ombre là. En tout cas, ça fait un truc un petit peu plus pro. Ça c'est juste pour vous montrer des petites astuces pour rendre joli vos sites internet. Et pour finir, dernière petite astuce, vous voyez ici, toutes mes divs sont de la même couleur. Mais j'aimerais bien qu'on ait une couleur alternée. Une couleur là, puis une couleur ici, on revient sur la même couleur. Hein. Vraiment quelque chose d'alterné. Alors est-ce qu'on peut faire ça en CSS? Eh ben oui, on peut faire ça. Et regardez comment on fait ça. En fait, c'est super simple. Donc, je veux quoi? Je vais dans ma section. Et je vais choisir tous les enfants. Donc, End Shield. Alors ça permet de choisir, là entre parenthèses, vous choisissez quel enfant. Alors je mets des espaces pour rien à chaque fois. Mais on peut aussi également mettre le mot pair et impair. Donc pair, ça s'appelle even. Et là je peux lui dire tous les pairs, tu vas prendre, alors je copie, tu vas me mettre ce background là. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons tous les pairs qui changent de couleur. Et si je veux que ce soit les impairs, et ben c'est en anglais, ça se dit odd. Voilà, comme odd word, si vous vous rappelez du jeu. Et là, j'ai tous les Alors, les impairs ou les pairs, faut pas que je me trompe. Bon, normalement, odd, ça veut dire impair, et even, ça veut dire pair. Mais là, on a l'effet contraire. Alors, si je mets even, normalement, ça aurait dû jouer sur à partir du 2. Mais là, ça fait le contraire. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. L'important, c'est que ça alterne bien. C'est ça qu'on veut. Voyons voir si nos encres fonctionnent. Alors là, si j'appuie sur 2, ça nous met bien sur la div 2, 4 sur la div 4. Mais comme vous voyez, le changement est instantané. Et bien, il y a un truc qui est super bien, je vous conseille à apprendre, c'est le scroll behavior. Scroll behavior, c'est-à-dire qu'on va configurer comment doit scroller la page lorsqu'on clique sur un lien, pour pas qu'il soit instantané comme ceci. Donc pour cela, il suffit tout simplement de se mettre sur le tag HTML afin de sélectionner toute la page. Et là, vous mettez scroll behavior et vous mettez en smooth. Ça veut dire smoothie, hein, ça veut dire fluide, quoi. Voyons voir si ça fonctionne. Donc, vous voyez là, c'est vachement plus intéressant. Il n'y en a pas besoin de JavaScript pour le faire, sauf si vous êtes malheureusement des possesseurs d'Apple, parce que cette fonction-là ne marche pas du tout sur Safari. Ne marche pas sur
Safari. Voilà, donc vous posez pas de questions pour savoir pourquoi ça fonctionne pas sur Safari, c'est pas pris en charge. Et pour finir, la dernière astuce, si vous remarquez bien, alors je vais zoomer comme ça vous allez bien le voir, si je clique sur le lien 2 par exemple, lien 3, vous voyez qu'en fait le scroll il me ramène ma div tout en haut, en fait il la ramène à la position 0. Et nous avons notre navbar qui est ici, qui prend 42 pixels. Et moi, je voudrais pas qu'elle se mette dessus, sinon on rate la moitié de... si on avait un texte, on raterait la moitié du texte. Donc comment faire pour régler ce décalage pour qu'il prenne en compte notre navbar? Eh bien, il y a un truc super bien, qui est très peu connu, ça s'appelle le scroll margin, c'est-à-dire lors du scroll, on va rajouter une marge. Donc pour cela, c'est pas très compliqué à faire. Donc ça, on va le remettre à sa place. Vous allez sur section, parce que nous, c'est au niveau de section que ça nous intéresse. Et ici, nous allons rajouter un scroll margin. Scroll margin, et on va le mettre à combien? Alors, nous, c'est 42 pixels la taille de notre navbar. Pourquoi 42 pixels? Parce que notre navbar, si vous vous rappelez, elle faisait 40 pixels, mais elle a aussi un border bottom de 2 pixels. Donc, si on se met à 42 pixels, normalement, on devrait coller à la navbar. Donc, on va tester. Hop, vous voyez, là, je suis collé à la navbar. Moi, ça ne m'intéresse pas. J'aimerais bien qu'il y ait un petit décalage pour pas que ça soit collé. Il faut que ça soit un petit peu plus joli. Donc, je vais mettre 50 pixels. Ça, on a un petit décalage de 8 pixels en plus. Et là, quand je clique sur le lien, vous voyez, c'est déjà vachement plus joli. Donc, je pense qu'on a fait le tour du CSS. Maintenant, on va s'occuper du JavaScript. Avant tout, il faut lier notre fichier script à notre index. Donc, pour cela, on va dans notre head, dans notre index, et là je vais mettre script source, script src. Ici je mets la référence de mon fichier que j'ai appelé script.js et la retrouver. Donc à partir de là il est lié, mais vous savez que quand la page index HTML est chargée, elle va charger l'HTML en premier et ensuite le script. Donc si nous on veut manipuler le DOM, on ne pourra pas manipuler avant le chargement. Et comme JavaScript est plus rapide que le chargement de la page, il faut mettre que le script ne se lance que après le chargement de la page. Et pour cela, vous mettez défaire. J'ai une vidéo là-dessus, vous pouvez la regarder pour mieux comprendre. Donc voyons voir si ça a bien fonctionné. Pour cela, je vais dans mon script et je vais mettre un petit console.log et je vais mettre hey. On va voir si ça s'affiche. Hop, je retourne dans ma page. On ouvre la console avec F12. Ça, je vais le mettre en bas et on va le grossir. Voilà, donc on voit bien que dans notre page, j'ai bien Hey qui s'est affiché, donc notre fichier est bien lié. On arrive maintenant à la partie la plus complexe, le JavaScript. Donc un petit peu de théorie avant. Ce que je veux faire moi c'est quoi? C'est lorsque je clique sur mon lien ici 3, ça me met mon lien ici d'une autre couleur pour dire que je suis bien arrivé à la section 3. Et je veux que ça me change aussi l'URL qui sera ici. Pour cela, il faut que je fasse quoi? Il faut que lorsque je scrolle, je puisse détecter lorsque ma div arrive au niveau de la position de la navbar. Donc pour arriver à cela, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin déjà d'un événement qui me permet de détecter le scroll. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, j'ai besoin de récupérer en JavaScript la hauteur de ma navbar et la position de ma div. Et lorsque ma div arrive au niveau de la navbar, que mon lien change de couleur. Donc je dois arriver à faire tout cela. C'est pas facile, mais on va y arriver. Commençons par récupérer la position d'un élément en JavaScript. Alors il y a plusieurs méthodes. Je disais tout essayer et celle qui fonctionne le mieux, c'est celle qui s'appelle getBoundingClearRect. Alors c'est un nom bizarre, mais c'est la méthode en fait la plus précise. Donc on va par exemple commencer par récupérer la position de notre navbar. Donc pour cela, hop, je vais créer une variable pour récupérer directement ma navbar. Par contre, ça, le query selector avec le point, ça récupère une classe. Moi, c'est pas une classe que je vais récupérer, mais c'est le tag nav, parce que je l'ai appelé comme ça. Et ensuite, je vais récupérer sa position. Donc, comment on va faire ça? On va faire un petit console log. Comme ça, on verra sa position. Console log de navbar.get. Alors, il est au getBounding. GetBounding, il est là. Voilà comment il s'écrit. Et c'est une fonction. Donc, il ne faut pas oublier de mettre les doubles parenthèses.
Voyons voir ce que nous affiche le console log dans notre page. Donc, on va réactualiser la page pour enlever les erreurs. Donc voilà, nous avons un objet qui s'appelle DOM-rect, et nous avons un X, un Y, un width, un height, et un top, et encore plein d'autres trucs. Si j'ouvre ici, on va voir tout ce qu'il y a dedans. Donc on voit qu'on peut récupérer le bottom. Donc on avait dit quoi? Que notre navbar faisait 42 pixels. Donc est-ce que c'est vrai? Là, nous avons bien 8, qui veut dire hauteur, 42 pixels. Aller tout en haut, on l'avait mis dans le CSS à top 0, si vous vous rappelez. Donc le top ici, il devrait être à 0. C'est parfait. Comme elle fait 42 pixels, ça veut dire que le bas est à 42 pixels. Donc c'est le bottom, il est bien 42 pixels. Nous avons la gauche et la droite qui ne nous intéressent pas, left et right. Et nous avons sa taille qui fait 800 pixels parce qu'on avait mis à 100%, ça ne nous intéresse pas non plus. Nous, ce qui nous intéresse comme valeur, c'est en fait le bottom. Pourquoi le bottom? Parce que nous, on va fixer, on va faire une condition que si notre div, ici le haut de notre div, donc ça va être le top de notre div, elle arrive au niveau du bottom de la navbar, dans ce cas-là, active-moi le lien. Mais comment récupérer donc ces informations top, bottom, left et ainsi de suite? Eh bien, c'est pas bien compliqué. Vu que c'est un objet, eh ben, on peut directement les prendre en faisant comme un objet ici. Point, et vous voyez que Visual Code Studio me prépare déjà tout ce que je peux récupérer comme valeur. Et moi, ce que je voulais, c'était le bottom. Donc, console log blablabla bottom, on va voir si on le récupère bien. Donc on le récupère bien à 42. Bon, pour que ce soit un petit peu plus clair pour vous, je vais mettre un petit texte devant. Bottom navbar, hop, virgule, et cette valeur-là, donc je retourne dessus, et nous voyons bien bottom navbar 42 pixels en fait. Donc on repart dans notre script, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la position de notre navbar directement dans une constante. On va l'appeler navbar. Pas point plutôt, navbar pose, qui est égal à nav.getBounding. Elle est toujours compliqué à écrire celui-là. GetBounding. Pourquoi il ne me le propose pas? Alors, c'est normal parce que je l'avais appelé navbar ici. Ça, je vais l'appeler plutôt nav, comme ça sera plus court. Et là, nav pose, ça va être mieux. Voilà. Donc là, est-ce qu'il me propose l'autocomplétion? Il me la propose, sauf que moi je veux pas le top, je veux la vraie position en entier. Et après je prendrai le top plus tard. Pour ceux qui se demandent comment ça se fait que j'ai plein de propositions de VS Code, pourquoi il me propose plein de choses, alors avant même que j'écrive, c'est parce que j'ai téléchargé l'extension qui s'appelle Copilot de GitHub. C'est une extension magique, c'est une intelligence artificielle qui permet en fait de deviner à l'avance ce que vous allez écrire. En fait, elle regarde votre code et elle va regarder sur GitHub tous les codes qu'il y a sur GitHub public. Ça ne marche pas avec le compte privé parce que bon, c'est privé, c'est logique. Et dès qu'elle voit un code qui ressemble, elle vous propose ce code-là automatiquement. Donc ça facilite grandement la vie. Bon, Graphic Art, il a fait une super vidéo là-dessus, regardez-la. Lui, il n'a pas trop aimé, bon, c'est normal, lui, il est super fort, il n'en a pas besoin. Mais pour tous les autres développeurs, téléchargez-la. Il y a une liste d'attente. Plus vous attendez, plus ça sera long pour être accepté. Donc n'hésitez pas à y aller rapidement. Voilà, ça c'était la petite parenthèse sur GitHub Copilot. Donc maintenant, comment récupérer la position d'une div? Donc ce que je vais faire, déjà je vais récupérer toutes mes sections. Donc je vais créer une constante qui va s'appeler section avec un S. Et vous voyez, GitHub Copilot, il est super, il a compris que je veux toutes les récupérer. Par contre, des fois il fait des fautes. Parce que, non, il n'y a même pas une faute, hein, c'est bien, mon section il n'a pas d'S. Donc ça c'est bien, il va récupérer tous mes éléments section. Et maintenant je voudrais par exemple qu'il m'affiche la position par exemple de la div 2. Donc, ce que je vais faire, on va faire un petit console log. Donc, pour récupérer la div 2, donc section ici avec un S, lorsqu'on utilise Query Selector All, il nous met en fait toutes nos références dans un tableau. Donc, si je veux récupérer la div numéro 2, ça va correspondre en fait, la première div, ça va être la 1, la deuxième, la première, ça va être la 0, la deuxième, ça va être la 1, et la troisième, ainsi de suite. Donc, moi, si je veux la 2, en fait, ça va correspondre à la 1. Donc ici je vais la sélectionner comme un tableau et je veux la 1. Voilà. Et le truc de rectangle, ça on l'efface. Et ça on l'efface aussi. Voilà. Donc je regarde s'il m'a récupéré ça. Donc hop, donc normalement c'est ça.
Donc moi je veux la position, ça va être le top que je voudrais. Ici, elle est située à 585 pixels. Par contre, quand je bouge, ça ne bouge pas. Comment récupérer la position lorsqu'on bouge maintenant? Et bien là, on va passer par les événements. Et nous avons un événement qui va être très utile pour nous, c'est l'événement onScroll. C'est-à-dire quoi l'événement onScroll? En fait, c'est dès qu'il y aura un scroll, et ben ça va déclencher une action. Donc, nous, on va viser notre fenêtre en entier. On va viser le scroll sur notre fenêtre. L'événement, ça va être onScroll. Alors, on peut utiliser aussi les Add Event Listener scroll, mais je trouve que c'est plus sympathique de l'écrire comme ça avec les fonctions fléchées. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire notre fonction? Elle va juste faire notre console log. Donc, je le remets ici et on va voir si ça fonctionne. Donc là, je vise que le top. Comme ça, il m'affiche que le top. Hop, on met la console et on regarde si ça fonctionne. Là, on n'a rien d'affiché. Et là, je scroll et vous voyez, on voit bien la position. Donc nous, c'était la position de la div 2. Donc notre div 2, là, vous voyez, elle est à 35 pixels. Et après, elle passe en négatif parce qu'elle sort de la fenêtre par le haut. Bon, je pense qu'on peut commencer à faire notre condition. On a assez d'informations. On a donc une fonction qui nous permet de détecter le scroll et une fonction qui nous permet également de récupérer la position de notre navbar et la position de notre div 2. Donc là, le but de cette partie, c'est lorsque notre div 2 arrive au niveau, c'est-à-dire le top de notre div 2 arrive au niveau du bottom de notre navbar, et que notre lien 2 change de couleur. Donc on va lui rajouter une classe active qu'on va faire tout de suite. Donc active comme React, pour ceux qui connaissent. On va lui mettre le background rouge et également on va faire le petit border pour pas qu'on ait une bordure noire, parce que par défaut elle est noire, comme sur le hover. Donc notre classe active, elle est bonne. On passe maintenant au JavaScript. Donc ça va être quoi? Toujours, on va détecter le scroll sur notre fenêtre, onScroll, notre fonction fléchée. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? If notre div 2, c'est section 1, point, sa position, get bounding rectangle, top. Donc, qu'est-ce que me propose Copilot? Il me propose, dès que notre top est inférieur, alors je préfère inférieur ou égal, et pas à la hauteur de notre nav position, mais à son bottom. Tu fais quoi? Alors là, vous voyez un peu Copilot des fois, il propose pas des bonnes choses, je vais le désactiver. Comme ça, il arrêtera de nous désactiver. Voilà, on va aller globally, on l'activera plus tard. Donc nous, ce qu'on veut changer, c'est notre lien. Alors des liens, on en a pas mal. Donc déjà, on va les récupérer dans un document .querySelector all. Et ils ont la classe, on avait dit qu'ils avaient la classe link. Donc c'est bon pour ça. Et donc notre section 1 va correspondre en fait aux links 1. Donc links 1. Et on va lui rajouter une classe. Pour rajouter une classe, c'est classlist.add. Et le nom de la classe, on avait dit que c'était actif. Voyons voir si ça fonctionne. Hop, là, tout est bon. On regarde. Donc là, je bouge, il ne se passe rien. Voyons voir notre div 2. Hop, et ça fonctionne. Par contre, vous voyez que dès qu'on bouge, la classe, ça reste. Donc il faudra qu'on fasse quelque chose pour que notre classe active s'active seulement lorsqu'on est au niveau de la div 2 et en fait est le bottom de la div 2. Sinon, elle doit s'enlever. Donc on va rajouter une condition pour ça. Donc revenons sur le script et ajoutons une condition supplémentaire à notre if. Donc cette fois-ci, on veut quoi? On veut que notre bottom soit supérieur ou égal sa position à notre navbar. Donc cette fois-ci, c'est le contraire. Voilà, ça c'est bon, on a rajouté une condition. Et si c'est pas le cas, donc là nous sommes dans le if, on va mettre un else. Si c'est pas le cas, tu nous retires cette classe. Donc là, au lieu de add, on met remove. On regarde si ça marche. Donc notre div 2, voilà, fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne. Et dès qu'on dépasse, elle s'éteint. Donc là, c'est impeccable. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on clique sur le lien? Vous voyez, lorsqu'on clique sur le lien, il ne s'est pas coloré. En fait, lors du scroll behavior, lorsque ça ramène notre div, on avait mis un scroll margin, si vous vous rappelez. Et donc, ça ne touche pas la navbar. On a toujours ce petit espace supplémentaire de 8 pixels. Donc, on va devoir s'en occuper. Donc, on va devoir le rajouter dans notre condition.
Donc on avait dit que notre scroll margin était à 50 pixels et notre barre était à 42 pixels. Donc logiquement, on devrait mettre 8 pixels ici pour qu'il tienne compte du décalage. Mais j'ai remarqué que si on mettait 8 pixels, ça marchait pas tout le temps parce qu'en fait, il y a des virgules dans le get bounding client et donc il faut en tenir compte. Donc par sécurité, on va mettre 10 pixels et on va voir ce que ça donne. Donc je me mets sur le lien 2 et là, vous voyez, ça fonctionne. Ça fonctionne parfaitement. Je reviens sur le lien 2, il n'y a pas de souci. Mais on va faire ça un petit peu plus proprement dans notre code. Que ce qu'on va faire, on va mettre une constante ici, on va l'appeler scroll margin, parce que vous n'êtes pas obligé de mettre la même barre que moi, donc vous pourrez directement configurer comme vous voulez. Donc scroll margin ici, on a dit qu'on va le mettre à 10 pixels. Donc ici, au lieu de mettre plus 10, on va mettre juste scroll margin. Voilà. Donc le code, on va le remettre un petit peu plus joli que ça. On va le mettre ici, et ça, on va le mettre là. Voilà, tac, 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 tac. On ne va pas bouger le bottom. Donc pour ça, c'est OK. Maintenant, on va s'occuper de l'URL. Donc lorsqu'on clique sur un lien, par défaut, vous voyez ici, ça change. Il y a un dièse div3. Ça veut dire que sur notre page index.html, va sur l'élément ayant l'ID numéro div3. Donc pareil pour div1, vous voyez, ça bouge. Donc ça, c'est par défaut. Nous, ce qu'on voulait, c'est que ça le fasse également au scroll. Donc là, quand je clique sur div2, vous voyez, ça reste toujours sur div1 ici. Donc on va devoir modifier en fait ce qui est après ici, le HTML. Et ça s'appelle un hash. Et on a des fonctions sur JavaScript qui nous permettent de récupérer ce hash et également de le modifier. Donc on va voir ça tout de suite. Donc on va mettre ça dans la fonction onScroll, comme ça on va voir si ça bouge. On va faire un petit console log. Pour récupérer l'URL, c'est window, parce que je veux récupérer l'URL de la fenêtre, .location, je vais avoir la location de la fenêtre si on veut. Donc ça me récupère normalement l'URL. Donc voyons voir si ça fonctionne déjà. Hop, F12. Donc si je scroll, vous voyez ici, je récupère pas mal d'infos. Je récupère un objet avec pas mal de trucs. Et dedans, si vous regardez, vous avez le hash. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est cette partie dièse div1. Donc, on revient ici. Et là, je vais rajouter .h. Et on va voir comment il se modifie lorsqu'on scroll. Donc, j'actualise ma page. Donc, là, vous voyez, bon, nous avons toujours le div1 ici. Mais si je clique sur mes liens, vous voyez, là, on passe à div3. Lien 4, on passe à div4. Lien 5, div... Donc là, on voit bien que le hash, il est modifié en temps réel. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que lorsque j'arrive sur mon lien 2, au scroll cette fois-ci, il me le change. Voyons voir comment on va faire ça. Donc, il faudrait que au scroll, je puisse changer la Windows Location, ici, là, à cet endroit-là. Mais si je fais ça directement, le problème c'est que Windows Location, lui, il va faire quoi? Il va faire une redirection. Moi, je veux pas que ma page soit redirigée, je veux juste que le nom de l'URL change. Et pour cela, je dois modifier en fait l'historique. Il y a un autre truc qui est intéressant dans les objets Windows, c'est History. Ça nous permet d'accéder à plein d'informations sur le navigateur. On va regarder ça ensemble. Windows.history. Hop, on va ici. Donc le voilà, hein. Il s'active au scroll parce que je l'ai mis dans la fonction scroll. Mais regardez, il y a quoi dedans? Dedans, j'ai un objet. Dans cet objet-là, j'ai plein de fonctions. J'ai la fonction back. La fonction back, en fait, ça permet d'afficher la page précédente. Forward, la page suivante, ça correspond aux flèches qu'il y a ici. Hein. Ça, c'est le back, ça, c'est le forward. Et après, on a deux autres fonctions intéressantes, c'est push state et replace state. Push state, ça permet d'ajouter dans notre historique de navigation une nouvelle entrée. Là, par exemple, si je fais un retour ici, vous voyez, ça me remet sur l'écran précédent. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est ça. Donc on va tester tout de suite. Donc ici, on va faire quoi? On va faire un window .history .pushState. Alors, c'est une fonction qui prend trois arguments. Le premier argument, ce sont des options. Nous, ça ne nous intéresse pas, on va la mettre à nul. Le deuxième argument, c'est un titre. Ça ne nous intéresse pas non plus. De toute manière, il n'est pas supporté par les navigateurs. Nous, c'est la troisième option. Elle apprend le hash. Et nous, c'est ça qu'il nous faut. Par contre, c'est quoi notre hash? Notre hash, si on se rappelle bien, c'est notre dièse div et quelques. Donc, où on peut récupérer cette information-là? Donc, si on regarde dans notre HTML, notre hash, en fait, il correspond à le href de notre lien qui est ici. Donc, il suffit juste de récupérer cet attribut. Comment on fait pour récupérer un attribut en JavaScript? Et ben, c'est via la fonction getAttribute. Ben, on va l'utiliser tout de suite. Donc, on revient dans notre script. On va se mettre en haut. On va faire une constante, on va l'appeler h, qui va être égale à quoi?
à notre lien. Donc ici, c'est notre lien numéro 1. Point get attribut. Et on veut récupérer lequel attribut? Le href. C'est ça que je veux. On va faire un petit console log histoire de voir si ça marche. Console.log de h. Hop. Ça, on l'enlève. Donc là, je scroll. Alors, j'ai pas, là aussi, en bas, je peux arriver à div 2. Il faut que j'arrive à div 2. Voilà, là, on voit bien que j'ai récupéré le hash de mon div numéro 2. Voyons voir si mon URL est bien modifié lorsque je scroll. Par exemple, je suis sur le lien 5. Donc là, on voit bien div 5. Maintenant, je vais scroller tout doucement jusqu'à j'arrive à ma div 2. Et vous voyez, ma div 2, elle s'est bien activée ici. Donc, j'ai bien mon lien qui s'est mis. Néanmoins, push-state, il a un défaut. Si je clique plusieurs fois sur mon lien de là, je clique là 5 fois de suite par exemple, et bien si je veux faire retour, en fait je vais devoir cliquer 5 fois sur ma flèche retour avant d'aller à la page précédente. Et ça vraiment, j'aime pas du tout. Ça vous arrive sûrement dans des sites où vous faites un retour et la page ne veut pas retourner. Parce qu'ils ont utilisé push-state. Pour éviter ce désagrément là, ce qu'on va faire, on va la remplacer plutôt par replace state, qui va remplacer la dernière entrée. Donc on repart sur notre code. Dans ce cas-là, je fais juste un replace state. Voilà, on revient sur notre page. Là, je vais actualiser. Donc là, je vais sur le lien 2, le lien 3. Je reviens sur mon lien numéro 2. Et là, si je fais un retour, on voit bien que ça bouge. Je reviens bien sur mes liens précédents. Voilà, vous avez appris push state, replace state. Maintenant, on va passer à autre chose. Avant toute dernière petite remarque, j'ai remarqué que Google Chrome n'aime pas qu'on modifie trop rapidement l'historique. Donc ce qu'on va faire, on va faire une petite condition pour dire que il nous écrit ou nous remplace notre hash seulement s'il est différent du hash précédent. Donc comment on va faire ça? On va créer une constante, on va l'appeler current hash, pour reprendre le hash courant, donc c'est celui-là de window.location.hash. Et on va dire s'il est différent, if current hash différent de hash, dans ce cas-là, tu me le remplaces. Donc là c'est bon, on l'a bien fait normalement. Donc current hash différent de hash, normalement ça devrait être bon. On enlève le console log ici. Et là, tout est correct. On pourrait même l'écrire en une seule ligne, en enlevant le if. Donc voilà comment on va faire. Si ça, c'est valide, dans ce cas-là, on met une condition. C'est-à-dire là, ça veut dire quoi ce que j'ai écrit là? C'est une autre manière d'écrire un if en fait. C'est si cette condition qu'elle a, je mets entre parenthèses si vous avez du mal à comprendre, on n'est pas obligé de les mettre, mais bon. Si cette condition est vraie, alors exécute-moi ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est ça. On a pratiquement fini notre programme. Le problème, c'est que là, à l'heure actuelle, ça marche qu'avec la div 2, qui est la section 1 en fait. On va devoir maintenant faire une boucle pour que ça fonctionne sur toutes nos divs. Et pour cela, on va passer par une boucle for each. Alors j'aurais pu choisir une boucle for normale. J'aime pas les boucles for normales avec les i égale machin. J'aime bien la boucle for of, mais là j'aurais besoin de l'index. Vous allez savoir pourquoi. Et pour avoir un index, je suis obligé de passer par une boucle for each. Donc, comment on va faire? On va viser toutes nos sections. Donc section.forEach. Notre for each, ça va prendre quoi comme valeur? Elle va prendre les éléments qu'il y a dans notre section. Donc les éléments qu'il y a dans notre section, bah, ce sont des sections mais sans S. Je peux mettre le nom que je veux ici. Mais par convention, on met un pluriel sur le tableau d'éléments qu'on a, et puis on met le singulier pour l'élément qu'on veut utiliser. Donc j'aurai également besoin de l'index. Alors le deuxième paramètre de for each, c'est un index. C'est l'index du tour en fait, pour savoir dans quel tour on est. Donc ce deuxième paramètre n'est pas obligatoire, mais moi je vais l'utiliser. Ensuite, j'utilise les fonctions fléchées. J'ouvre mes accolades et je vais mettre tout ce que je vais faire dedans. Pour éviter d'écrire à chaque fois section, get, bounding, client, blabla, que ce que je vais faire là, je vais créer une constante. On va l'appeler section pose pour section position, et elle va être égale à ma variable en cours, section qui est là, point get, bounding, client rect. Voilà. Je mets que le rect normal et pas le point tom parce que j'aurai besoin aussi du bottom. Donc ça c'est fait. Et maintenant on va mettre tout ce qu'on a fait avant. Donc là ma boucle if là qui commence ici avec mon else, tout ça je vais le mettre là dedans et je vais modifier les variables. Alors là c'est plus section 1, maintenant ça va être section tout court, même section, plus besoin de ça, donc ça va être même tout ça, je le remplace pour section pause.
Voilà, je sélectionne là, on remplace celui-là du bas. Voilà, c'est beaucoup plus court. Donc ça c'est bon. Et pourquoi j'avais besoin de l'index? Parce que maintenant je veux que mon links, ça soit le links en fonction de l'index. Donc là, dans ce cas-là, ça va être links index. Pourquoi? Bah, comme on avait dit, section 0, il va correspondre au tour 0. Section 1, il va correspondre au tour 1. Donc si je veux le lien qui va avec ma section, bah, il faut qu'il suive l'index. Donc link index, tac tac tac. Là, pareil, ça va être index. Et normalement, ça devrait être pas mal, sauf ici, c'est l'index également. Voyons voir si ça fonctionne. Donc là, nous sommes sur le lien 3, je vais bouger, est-ce que ça bouge en même temps? Le lien 5, le lien 4, le lien 3, le lien 2, donc là on voit bien tout bouge parfaitement. Et regardez aussi au niveau de notre hache, ici en haut, on voit que ça bouge bien. Donc là, notre programme, il fonctionne nickel. On va faire quelques petites optimisations parce que vous savez que le scroll, comme vous avez remarqué, il demande beaucoup de ressources. Par exemple, si je fais un console log, je vais rajouter un console log dans le scroll. Vous allez voir comment il s'active beaucoup. On va mettre ici scroll. Donc dès que je scroll, regardez comment il s'active. Vraiment, il s'active énormément et moi j'aime pas les choses qui consomment trop de ressources. Donc on va optimiser un petit peu notre code. Pour cela, là qu'est-ce qui se passe? Ça je l'enlève. Dès qu'on scroll, on va avoir une boucle for off. Donc il y a quoi dans la boucle for off? Il va y avoir un if. Si le if n'est pas exécuté, on va passer au else. Donc ça veut dire dans tous les cas, à chaque fois qu'il rentre dans notre boucle, il va obligatoirement faire soit le if, soit le else. C'est pas terrible. Moi je veux que il me supprime, il me réactualise mes liens seulement une seule fois. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ça, je vais le supprimer. Je vais le supprimer ici. Et je vais dire seulement si tu es dans le if, fais des choses. Donc nous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Avant, donc on a retiré nos else, qu'est-ce qu'il faisait nos else? Il retirait la classe active. Donc là, je vais faire quoi? Je vais faire une autre boucle qui va, dès qu'on rentre dans le if, me supprimer toutes les classes actives qu'il trouve. Donc comment on va faire ça? Bah, c'était comme tout à l'heure, on va utiliser aussi une for each. Donc là, on va le faire sur le links. .for each. J'ai pas besoin de l'index, j'ai juste besoin de mes liens. Donc tu me fais quoi? Cette fois-ci, tu me fais link.remove.classlist. .remove ma classe active. Donc ça nous a enlevé une condition. Je regarde si ça fonctionne. Donc ça fonctionne toujours. On réactualise pour enlever les erreurs de reflow. Donc là, ça fonctionne, on a optimisé un petit peu le code. Ce qu'on peut faire, on peut le rendre un petit peu plus propre aussi. C'est que tout ce qui concerne le hash, ici là, on va le mettre dans une autre fonction. On va l'appeler update hash par exemple. Donc fonction update hash. Qu'est-ce qu'elle va prendre en paramètre? Le hash court, le hash que va nous donner notre autre fonction. Hop, et là, on va faire juste ça. Hop, CTRL X. Et on met tout ça dans notre fonction update. Donc concurrente hash, donc ça c'est bon. Et le hash là qu'elle va récupérer, bah, c'est le hash qui sera fourni en bas. Donc on va appeler cette fonction là maintenant tout simplement. Ici. Voilà. On organise un peu notre code pour que ce soit un peu plus joli. Alors désolé, j'ai plein de notifs. On enlève les espaces inutiles. Voilà, voilà. Donc là je pense que c'est bon. On regarde si tout fonctionne. Donc lien 3, c'est bon, lien 2, bon ça fonctionnait déjà. Et maintenant lorsque je scroll, il y a bien tout qui fonctionne. Bon les Padawan, je pense qu'on a fini. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, elle a été très longue à faire. Là vous avez un code super bien optimisé à mettre sur tous vos sites. Je pense que c'est vraiment des options très intéressantes pour mettre une plus-value sur vos pages web. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me mettre des pouces bleus, c'est toujours bien pour la vidéo. Et si vous avez des questions, allez directement sur mon Discord, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt les Padawans.